chers apprenants. Je suis M. Kone Hamza, professeur de philosophie de lycée et de collège de Benjamin. Alors, nous sommes dans le cadre des préparations des examens à grand tirage. Alors, je viens apporter un plus à la compréhension des différentes méthodologies, des différents sujets. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la dissertation philosophique. Alors, au fur et à mesure que je rappelle la méthodologie, je vais appliquer à un sujet. Alors, je mets le sujet au tableau. Sujet. La foi est-elle étrangère à la raison? Alors, j'ai un sujet qui est déjà à la forme interrogative. Il faut dire en citation philosophique, il y a deux formes de sujets. Il y a des sujets qui sont de type citation. Là, il allait mettre simplement entre guillemets et il allait mettre en dessous. Qu'en pensez-vous? Alors ici, quand on donne un sujet de cette forme-là, alors c'est simple. La foi est-elle étrangère à la raison? Alors, je commence à prendre le brouillon et je vais entamer la phase préparatoire. Je mets ici, phase préparatoire, le brouillon. Alors, cette phase consiste, je viens ici, puisque là-bas c'est petit. Alors, cette phase consiste à faire d'abord la compréhension du sujet. Alors, compréhension du sujet, toujours brouillon, compréhension du sujet. Comprendre le sujet consiste à faire l'étude parcellaire. Il y a un exercice qui consiste à définir les termes ou expressions essentielles du sujet. Alors, étude parcellaire. Alors, je reviens au sujet. Quels sont les thèmes ici qui sont vraiment indispensables à la compréhension du sujet? Alors, je vais voir d'abord la foi étrangère et la raison. Alors, je vais passer à la définition. Alors, comment on veut définir ici la foi? Alors, c'est quoi la foi? D'abord, la foi, c'est la ferme adhésion à quelque chose. C'est une acceptation totale, une acceptation absolue. C'est une croyance aveugle en un être ou un divin. Alors, je mets une ferme adhésion. Une acceptation totale. Absolu 1. Voilà. Alors, étranger ici, en philosophie, on définit un thème selon son contexte. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller chercher les thèmes dans les dictionnaires que nous voyons comme la rose, non? En philosophie, nous avons notre propre dictionnaire. C'est pourquoi ici, il faut définir l'expression selon son contexte. Alors, étranger ici, qu'est-ce qu'étranger veut dire? C'est simple. Étranger veut dire ici incompatible à. C'est-à-dire, la foi est-elle incompatible à la raison? Incompatible, incomplémentaire. Il y a plusieurs expressions. Alors, je mets ici étranger. Incompatible. Incomplémentaire. Voilà. Alors, la raison. Raison vient du latin ratio, qui veut dire calcul. Alors la raison est une faculté exclusivement humaine qui exige le discernement. Alors il met raison. Alors la faculté
exclusivement humaine. Consiste ici à distinguer le bien du mal. Mais dans ce contexte, alors, on va définir la raison comme une faculté qui exige des preuves. Ça va? Des preuves à l'appui pour insérer l'homme dans un domaine. J'ai dit ici, la foi est une ferme adhésion, une acceptation totale, une acceptation absolue. Or, je définis la raison comme une faculté humaine qui exige, ça va, des preuves à l'appui. Alors, dès que je finis maintenant de définir les thèmes ou expressions essentielles de mon sujet, qu'est-ce que je fais? Je passe à la reformulation. Je mets reformulation du sujet. Reformulation. Alors, comment on peut reformuler le sujet? C'est simple. Je regarde ici. Alors, la foi, entendue comme une ferme adhésion à un être, est-elle incompatible à la raison qui est définie comme la faculté de discernement? Je mets la foi, entendue comme la ferme adhésion est-elle incompatible à la raison de la faculté de discernement. Alors, une fois fini de reformuler mon sujet, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ce qu'on appelle la problématisation du sujet. Alors, problématiser un sujet consiste à faire quoi? Consiste à dégager simplement le problème philosophique, le noyau même de notre dissertation, le problème philosophique. Et pour résoudre le problème, il faut dégager également ces aspects. Donc, problème et ses aspects. Alors, comment on peut ici dégager notre problème philosophique? On dégage le problème philosophique à partir de la bonne reformulation. C'est-à-dire, la bonne reformulation tient lieu de problème ici. Alors, quand je dégage le sujet, on me dit la foi et l'étranger à la fois. Alors, quel est le problème? Je mets problème. On va effacer ici pour avoir de l'espace. La place. Terminé. Alors, on revient sur le problème. Alors, il s'agit de montrer quoi ici? La foi est-elle étrangère à la foi? Il s'agit de montrer le rapport entre foi et raison. Alors, je dirais comme ça. Quel est le rapport? Quel est le rapport entre la foi et la raison? Quel est le rapport entre la foi et la raison? C'est notre première proposition du problème. On peut poser le problème autrement en passant par la reformulation. On pourrait dire simplement, la foi est-elle incomplémentaire à la raison? Simplement. La bonne reformulation tient lieu de problème. Alors, puisque j'ai le problème, je vais dégager maintenant les aspects. Alors, en vue de résoudre le problème, quels sont les différents aspects que nous allons développer? Alors, en aspect 1, ici, je mets aspect 1. Aspect 1. En quoi, et je copie carrément le sujet. Une formule simple. En quoi la foi est-elle étrangère à la raison? Simplement. C'est un jeu de mots. En quoi la foi est-elle étrangère
Alors, voilà. Maintenant, une fois j'ai la sphère 1, il va rechercher maintenant la sphère 2. Comment on va rechercher la sphère 2? Alors, on va commencer par un connecteur de position. Alors, cependant, si en as 1, la foi et la raison sont incompatibles, c'est qu'en as 2, nous allons montrer que la foi et la raison sont compatibles. Alors, ici, cependant, foi et raison ne font-elles pas bon ménage? Ok. Foi et raison ne font-elles pas bon ménage? Foi et ne font-elles pas? Voilà. Alors, une fois j'ai fait cette phase que nous appelons la phase préparatoire, je vais commencer la phase rédactionnelle qui consiste à rédiger l'introduction sur ma feuille de copie. Ça va, l'introduction, le développement et la conclusion, comme tout autre exercice de dissertation qui s'appelle en littérature. Alors, la copie respecte cette forme. Alors, ici, je serai obligé de effacer. Okay. On va effacer ici, j'espère que vous avez déjà noté. Alors, j'ai tous les éléments de mon introduction. Mais comment rédiger mon introduction? C'est simple. Alors, pour rédiger l'introduction, il faut nécessairement passer par une généralité. Alors, généralité. Alors, cette généralité peut être un constat, une citation ou la définition du terme de notre sujet. Alors, le terme ici, il y a les termes, c'est-à-dire le terme ici, c'est le rapport entre la foi et la raison. C'est la foi ou la raison. On peut passer par la définition soit de la foi ou de la raison pour entamer notre introduction dans la généralité. Alors, généralité, soit par un constat, soit par une définition ou par une citation expliquée. Voilà. Ça, c'est la première partie de notre introduction, la généralité. Après la généralité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une opposition. C'est ce que nous on appelle la philosophie de paradoxe. Il faut faire nécessairement le paradoxe. Alors, il y a le paradoxe. Mais c'est quoi un paradoxe? Alors, c'est simple. Un paradoxe est une opposition d'idées, une opposition d'auteur et de conception, ou une opposition de doctrine philosophique. Alors, du paradoxe. Puisqu'il y a opposition, il faut savoir qu'est-ce qui naît alors de cette opposition. Alors, ce qui naît, c'est ce que nous appelons nécessairement, communément, le problème philosophique. Alors, on met un petit 3, le problème philosophique. Dès que je vais problème philosophique, il va chercher les éléments qui vont consister à résoudre ce problème. Donc, les aspects du problème. Je m'arrête, les aspects du problème. Voilà. Voici comment on fait une introduction. Il faut nécessairement avoir une généralité, un paradoxe, un problème philosophique et les aspects à ce problème. Voilà, ça fait les 4 éléments. Alors, je vais les appliquer maintenant à mon sujet. Alors, généralité, paradoxe, problème et aspect. Alors, je vais faire l'introduction, commençant par un constat. Par exemple, ici. Alors, simplement, l'actualité philosophique. Alors, j'espère que vous connaissez. L'actualité philosophique présente le rapport de la foi et la raison comme des questions à penser. C'est pourquoi toute la philosophie, à partir de ces 4 périodes, n'ont cessé de mettre au cœur des débats cette notion
Si à première vue, la foi et la raison sont compatibles, une autre approche plus féconde et plus accentuée montre qu'il y a une opposition entre foi et raison. Alors, partant de cette contradiction, le problème qui mérite d'être posé est le suivant. Alors, je vais chercher dans mon brouillon le problème que j'avais déjà posé ici. Alors, eh bien, quel est le rapport entre foi et raison? Résoudre ce problème consiste à répondre aux interrogations suivantes. Quelles sont ces interrogations? Ce sont mes aspects. En quoi la foi est-elle étrangère à la raison? Ça va? Alors, je vais noter maintenant. Cependant, foi et raison ne font-elles pas bon ménage? Alors, j'ai bouclé ce que nous appelons ici une introduction de la dissertation. Vous voyez, c'est facile. Une fois que la généralité, tu crées ton paradoxe. À partir de ce paradoxe, découle nécessairement le problème. Et à partir de ce problème que nous allons chercher à résoudre, nous allons appeler maintenant les aspects. Alors, je finis l'introduction. Je saute 2 lignes. Alors, je reviens à la ligne en marquant la ligne A. Je vais commencer maintenant le développement. Alors, je retourne où je vais nécessairement parler un peu de la méthodologie du développement. Alors, je mets développement. On va appeler la méthodologie du développement. Alors, le développement, nous allons commencer avec l'axe. C'est qu'on appelle axe, c'est comme le titre ici. Axe 1. Une fois dans l'axe 1, l'axe 1 va constituer comme un titre. Mais c'est à expliquer. L'axe 1, l'axe doit être vraiment explicite. Si l'axe n'est pas explicite, il est nécessaire de dire que cela revient à dire. Mettez un connecteur d'explication pour expliquer l'axe. Après l'axe, je donne un argument qui justifie mon axe. Après l'argument, je vais maintenant illustrer avec un auteur, c'est-à-dire, je vais ici appuyer une illustration pour montrer effectivement que l'argument n'est pas surlinéaire. L'argument provient d'un esprit vraiment aussi philosophique. Alors, argument 1, argument 2, argument 3, alors, on va mettre ça ici, vous voyez. Pas de problème. Le développement. Voilà. C'est comment la structure du développement. H1, dans l'as, argument 1, référence, argument 2, référence, argument 3, référence également. Alors, je fais la transition pour venir à l'axe 2. Et je fais pareil. Ici, l'axe 2, je donne l'axe, je mets argument 1, référence, argument 2, référence, argument 3 et référence. Ainsi, j'ai fini le développement. Ça, c'est la structure, c'est les attributs du développement. Maintenant, nous allons appliquer à notre sujet. Alors, comme c'est notre première séance, aujourd'hui, je vais faire ça en bien détaillé, mais la prochaine fois, nous allons rédiger actuellement. Ok? Alors, j'ai toujours le sujet que je vais appliquer la méthodologie. Alors, quand je regarde le sujet, quel est mon axe 1? Alors, j'avais déjà donné les aspects. L'aspect 1, j'avais dit en quoi la foi est-elle étrangère à la raison. Je change seulement que la forme. Il y en a cette forme interrogative, il y a une forme affirmative. Alors, l'axe 1, j'avais dit simplement la foi est étrangère à la raison. J'ai changé seulement la forme. En aspect, j'avais mis en quoi la foi est-elle étrangère à la raison. J'enlève en quoi et j'enlève l'interrogation. Je mets la foi est étrangère à la raison, si je veux. Cela revient à dire que la foi s'oppose à la raison. Alors, argument. Pourquoi la foi est-elle étrangère à la raison? C'est du point de vue même de la définition. Il y a une opposition. La foi est une ferme adhésion à quelque chose.
or la raison est se veut discursive et exige des preuves. Dans ce sens, les deux s'opposent, puisque l'autre veut des preuves et l'autre exige une croyance aveugle. Une croyance sans preuve, c'est-à-dire une croyance qui relève ici des Écritures. Alors, référente, nous allons illustrer avec un auteur. Il y a plusieurs auteurs, mais je peux citer Massientois, par exemple. Massientois, dans Idée d'une philosophie négro-africaine, écrit que la foi est l'antithèse de la raison. Il y a une opposition fondamentale, profonde, entre acceptation des mystères et exigence de la rationalité. Ça va? Je reprends la référence. Et même ici l'auteur, Massientois. Alors je suis obligé d'effacer, puisqu'il n'y en a pas. Je vais effacer carrément l'introduction. Je vais avancer au tableau. Alors, l'illustration, il est Massientois. C'est A. Massientois, le c'est idée d'une philosophie négro-africaine. On se met d'où je lève. Il dit que la foi est l'antithèse de la raison. La foi est l'antithèse de la raison. Il y a une opposition fondamentale, profonde, entre acceptation des mystères et exigence de la rationalité. Il y a une opposition fondamentale, profonde, entre acceptation du mystère et la foi et exigence de la rationalité, c'est-à-dire de la raison. Bon, la citation est un peu longue, mais c'est facile à retenir. Voilà. Alors, argument 2. Puisque j'ai donné l'argument 1, avec une référence, nous allons donner maintenant l'argument 2. Pourquoi la foi est-elle étrangère à la raison? C'est simple. Simplement parce que la foi met l'homme dans l'obscurantisme. Pour adhérer à une religion, il faut endormir sa raison. Or, la raison, elle se veut la lumière. C'est pourquoi dans l'histoire de la philosophie, le domaine de la religion était le Moyen-Âge. Et comme nous sommes sortis du Moyen-Âge, avec les philosophes des Lumières, on appelle ce passage la renaissance, qui veut renaître. Vous savez, on est sorti d'un état inférieur à un état supérieur. Ainsi, il y a une opposition entre les deux. L'autre veut mettre l'homme dans l'obscurantisme, c'est-à-dire dans l'ignorance, d'ailleurs qui est la cause de tous les maux, et la raison qui veut faire sortir l'homme de l'ignorance, donner la connaissance à l'homme, guider l'homme dans le droit chemin, ainsi de suite. Alors, nous allons illustrer référence. Une autre référence, je vais donner. Alors, référence ici. Nous allons prendre Baruch de Spinoza, un autre auteur. Baruch de Spinoza. Alors, j'espère que vous avez déjà appris la pensée, je vais effacer alors. Baruch de Spinoza.
Je mets le code tableau. Baruch de Spinoza. Dans l'œuvre traité théologico-politique. Théologico-politique. L'œuvre de Spinoza. On souligne toujours l'œuvre. Je cite, entre théologie, l'étude de religion, et philosophie, qui est l'esprit critique, c'est-à-dire la raison, entre la théologie et la philosophie, il n'y a nul cormestre, nulle parenté. Fin de citation. Il n'y a nul cormestre, nulle parenté. Voilà. Alors, prenez la pensée de Baruch de Spinoza et je vais effacer puisqu'on n'a pas de place. Nous allons venir maintenant à l'argument 3. Alors, il faut dire que vous pouvez vous limiter à l'argument 2. Mais moi, puisque je n'aime pas ça, et un bon élève, nous pensons qu'un bon élève doit nécessairement avoir 3 arguments puisque nous donnons tout le temps les cours. Il faut nécessairement 3 arguments. Voilà, au maxi. 3 arguments par axe. Donc, l'as 1, 3 arguments, l'as 2, 3 arguments. Ça fait 6 arguments. Vous êtes préparé de faire cela? J'ai totalement confiance en vous. Alors, argument 3. Pourquoi la foi est-elle étrangère à la raison? C'est simple. C'est parce que les vérités de la foi sont insondables. Elles sont les vérités de la foi sont insondables. Elles sont au-delà des compétences de la raison. Pour croire, l'homme doit nécessairement endormir sa raison. Il doit croire aveuglément par cette croyance-là. Donc, ainsi, il y a une opposition entre la foi et la raison, du point de vue des lacunes ou des faiblesses de notre raison. C'est clair. Nul ne peut prouver par A plus B que Dieu existe. On doit croire, c'est une faible croyance, c'est une croyance aveugle. On croit en s'appuyant sur des écrits. C'est pourquoi je dis ici, avec un auteur, s'il veut pasticher la pensée de Pascal, par exemple, quand il écrit dans Pensée, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà. Alors, je vais mettre la pensée au tableau. Pascal. Ce que vous avez vu la pensée de Spinoza. Pascal, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Blaise Pascal. Pensée. Écrit. C'est le cœur qui sent Dieu. Alors, il peut citer d'autres auteurs qui rentrent dans ce même contexte. On peut utiliser David Hume dans son discours sur la religion naturelle, lorsqu'il écrit que tout homme sent en lui la vérité de la religion et non pas aucun raisonnement. On n'a pas besoin de la raison pour croire en Dieu. Alors, cette croyance en Dieu-là se fait intimement par la foi. Alors, il faut créer maintenant la transition. Comment on fait une transition? C'est-à-dire, pour faire une transition, puisque nous venons définir l'as 1,
il faut d'abord revenir en ligne, marquer la lumière pour montrer au correcteur les différentes parties de ton travail. Alors tu marques la lumière, tu fais la conclusion partielle de la première partie. Nous retenons, eh bien, au regard de ce qui précède, nous retenons à mi-chemin de notre parcours que la foi est effectivement étrangère à la raison. Alors, ce point de vue est-il absolu? La foi et la raison ne sont-elles pas complémentaires? Hein? Cette phrase-là, comme elle peut aller en as 2. As 2, je vais montrer ici que la foi et la raison sont complémentaires. Donc, as 2, complémentarité. Entre foi et raison. Alors, c'est le même procédé. Argument 1, référence. Argument 2, référence. Argument 3. 3 arguments et 3 auteurs par axe. Donc, ici, argument 1, référence. Argument 2, référence. Argument 3. Okay. Nous allons montrer à présent en quoi la foi et la raison sont complémentaires. Alors, c'est simple. Argument 1. Il faut dire que la foi et la raison sont des caractéristiques de l'homme. Seul l'homme est doté de raison. Seul l'homme est un être croyant. Seul l'homme a le sentiment religieux. On ne va jamais voir un animal en train de prier. Seul l'homme prie. Seul l'homme est attaché à un divin. C'est parce que c'est un être raisonnable qu'il a ce sentiment-là. Ok. Référence. Alors, nous allons citer ici comme référence Épithète d'entretien. Il y a plusieurs auteurs, il y a deux autres. Mais on va commencer d'abord avec Épithète d'entretien qui nous dit que Dieu a laissé tomber sa sémence dans mon père et dans mon grand-père, ainsi dans tous les êtres raisonnables. Épithète d'entretien. Épithète. Entretien. Entretien. Dieu a laissé sa sémence dans mon père et mais aussi dans tous les êtres raisonnables. Voilà. Quand on parle des êtres raisonnables, bien évidemment, il s'agit de l'homme. Ok. Alors, argument 1, argument 2, nous venons maintenant là à l'argument 2. Alors, je reviens ici. En quoi, je me demande, en quoi la foi et la raison sont complémentaires? En quoi la foi et la raison font bon ménage? C'est simple. Alors, c'est parce que la foi est un recours à la raison. Lorsque la raison fait naufrage, lorsque la raison trouve des limites dans sa prétention d'expliquer les soucis de l'homme, elle fait appel à la foi. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui le mythe, les fables, et ainsi de suite. Donc, argument 2, la foi est un recours à la raison. Je vais vous donner l'auteur, alors, référence, c'est celui que j'ai déjà pris ça. On va effacer épithète, entretien, et Blaise Pascal, pensée.
croyance. Nous avons appelé l'auteur allemand Emmanuel Kant. Kant, dans son ouvrage Critique de la raison pure, Critique de la raison pure. Alors, quand écrit, je cite, j'ai dû abolir mon savoir pour faire appel à la croyance. J'ai dû abolir mon savoir pour faire appel à la croyance. J'ai dû abolir mon savoir. Mon savoir, c'est ma raison pour faire appel à la croyance, faire appel à la foi. Voilà. C'est la pensée. Kant, critique de la raison pure, écrit, j'ai dû abolir mon savoir pour faire appel à la croyance. J'ai dû abolir mon savoir, j'ai dû abdiquer, j'ai dû abandonner ma raison, puisqu'elle était limitée, puisqu'elle a fait naufrage, pour faire appel à la croyance, faire appel à la foi. Ok, nous allons venir maintenant à l'argument 3 pour terminer notre développement. Argument 3. Qu'est-ce qu'on peut donner comme argument? Pourquoi la foi est-elle compatible à la raison? Argument 3. C'est simple. Alors, l'homme est un être d'abord de nature, assoiffé de savoir. Alors, dans cette quête de la vérité et de la connaissance, l'homme use la foi comme un moyen, ça va, idoine pour atteindre sa vérité. Un argument 3. Donc, je mets argument 3 quelque part. Ici. Est-ce qu'on peut mettre ça là? Je vais l'effacer encore. La pensée de Kant. La foi est indispensable à la raison dans sa quête de la vérité. La foi est l'autre facette de la raison. Alors, il va illustrer avec un auteur. On va mettre référence. Référence. Nous allons citer ici le pape Jean-Paul II dans son œuvre Encyclique. Encyclique. Le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II. Écrit. Alors, il écrit dans l'œuvre, la foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever à la contemplation de la vérité. Alors, je vais mettre la citation au tableau. La foi et la raison sont comme
des ailes. L'esprit humain s'élever à la contemplation de la vérité. Voilà. C'est simple à retenir. La foi et la raison sont comme des ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever à la contemplation de la vérité. Ok? Alors, nous avons fini comme ça. Nous avons montré le squelette. Il s'agit de mettre les connecteurs et de rendre les arguments plus explicites dans votre développement, dans la phase rédactionnelle. Alors, comme ça, vous avez déjà le corps même de votre sujet au niveau du développement. Alors, nous allons passer maintenant à la conclusion. Du développement à la conclusion, il faut nécessairement sauter 2 lignes. Et la conclusion se fait en un bloc. Mais il faut marquer la ligne à la ligne pour faire la conclusion. Alors nous allons rédiger ensemble la conclusion en appliquant le sujet. Je vais effacer ici. Je vais mettre conclusion. Ou je vais citer d'abord les éléments constitutifs d'une bonne conclusion. Alors dans la conclusion, il faut d'abord le bilan des axes. Notre as 1, as 2, il faut le bilan des axes. Alors, le point de vue personnel. Point de vue personnel. Et il faut l'ouverture, elle est facultative. Bon, si vous pensez que vous pouvez essayer, on ne sait jamais. Dans la vie, il ne vient à rien. Alors, ouverture, si possible. Voilà, l'ouverture, si possible. Alors, nous allons appliquer maintenant notre sujet. Alors, pour conclure, au thème de notre étude philosophique portant sur le rapport entre la foi et la raison, nous retenons d'une manière immédiate que la foi est étrangère à la raison. Mais, après une observation profonde et accentuée, il apparaît que la foi s'oppose à la raison. Pour notre part, nous estimons que foi et raison sont une et même chose. Maintenant, si vous voulez donner l'ouverture, j'ai bien dit, l'ouverture est facultative. Alors là, il y a un autre connoteur, parce que c'est un autre débat. Alors, cependant, la foi peut-elle se détacher de la nature de l'homme? Là, c'est un autre débat. Parlant de la nature de l'homme. L'homme est-il un être mort, déterminé par la conscience ou l'inconscient, ou la croyance en Dieu est un fait naturel en lui? Alors, merci. Aujourd'hui, je pense que nous allons terminer notre séance de compréhension de la dissertation philosophique. Merci.